Le président américain Donald Trump a récemment passé beaucoup de temps à affirmer qu'il méritait le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la résolution de conflits à travers le monde, notamment en RDC. Ces affirmations selon lesquelles ses efforts personnels ont permis de résoudre la crise du M23 sont bien sûr exagérées. Goma et Bukavu sont toujours sous contrôle des rebelles. Des rapports sur les violences contre la population civile sont fréquentes. Néanmoins, depuis son entrée en fonction, les activités diplomatiques se sont multipliées. Une première déclaration de principe a été signée entre le Congo et le Rwanda le 25 avril, suivie d'un accord de paix plus détaillé le 27 juin. Parallèlement, un processus de paix entre la M23 et le gouvernement congolais a abouti à sa propre déclaration de principe au Qatar le 19 juillet. Les délégations des deux parties étant retournées à Doha la semaine dernière pour tenter de conclure un accord définitif. Bien qu'ils aient manqué la date limite qu'ils s'étaient eux-mêmes fixée le 18 août, il convient de faire le point sur le progrès accompli jusqu'à présent et sur les obstacles qui subsistent. C'est ce que je propose de faire dans cette 34e épisode de la saison 5 de Paulin Bissot, la capsule audio des Boutelli et du groupe d'études sur le Congo Jacques, qui analyse chaque semaine un sujet d'actualité congolaise. Je m'appelle Jason Stearns et je suis cofondateur de ces deux organisations. Nous sommes le vendredi 29 août 2025. Les premiers signes de Doha ne sont pas encourageants. Après des semaines d'impasse suivant la déclaration initiale, les deux parties semblent faire peu de progrès vers un compromis. Finalement, le 14 août, le gouvernement qatari a fait circuler sa propre proposition, peut-être par frustration face à cette lenteur. Il est difficile d'imaginer que le gouvernement congolais ou le grand public congolais accepte ce document. Il propose que la sécurité dans les zones actuellement contrôlées par l'M23 serait assurée pendant 5 ans renouvelable par une force spéciale, composé à 50% des combattants éligibles du M23, le reste provenant de la police congolaise et de membres de la population locale. Bien que la proposition prévoie que les commandants soient nommés conjointement par le gouvernement et l'M23, cette structure permettrait en pratique au M23 de conserver une influence dominante sur les territoires qu'il contrôle pendant une longue période, étant donné que la plupart des Congolais considèrent que l'M23 est une rébellion illégitime et un proxy du Rwanda. Cette proposition serait difficile à accepter. D'autres aspects de la proposition qatarienne restent vagues. Elle prévoit un dialogue national en 2025 impliquant l'M23, le gouvernement, l'opposition politique et la société civile, mais ne précise pas quelles questions seraient abordées ni comment le dialogue permettrait de résoudre la crise actuelle. Elle envisage également la tenue d'élections dans les zones occupées en 2027, mais ne précise pas quel poste serait à pouvoir, ni comment ces élections pourraient être intégrées constitutionnellement, puisqu'elles ne s'inscriraient pas dans le cycle électoral national. Même des sources au sein du M23 ont exprimé leur frustration à l'égard du projet qatari, notamment parce qu'il contient des dispositions les engageant à restituer les territoires occupés au contrôle du gouvernement. À peu près au même moment, la proposition du M23 a fuité, qui s'est avérée encore plus irritante pour les négociateurs du gouvernement. Elle prévoit une période de transition de 3 ans, pendant laquelle un gouvernement de transition dirigerait l'ensemble du pays, le pouvoir étant partagé entre l'M23, le gouvernement, l'opposition politique et la société civile. Leurs revendications vont encore plus loin. La dissolution de l'armée nationale et la création d'une nouvelle armée, la réforme de la Commission électorale nationale et une réforme constitutionnelle visant à transformer le pays en un État fédéral avec plus de pouvoir vers les provinces. Le M23 insiste pour que son retour à Doha se limite à des discussions sur un cessez-le-feu et la libération des prisonniers. Les médiateurs qataris sont désormais confrontés à la tâche ardue de négocier ce qui semble être un compromis presque impossible. Les deux parties devront faire des concessions importantes pour que le processus de paix aboutisse. Pour le gouvernement congolais, il s'est avéré politiquement opportun de rejeter la responsabilité de la guerre sur le Rwanda et céder à cette rébellion serait politiquement extrêmement coûteux. Pour le M23 et le Rwanda, cependant, le processus de paix passé les ont laissés sur la touche. Compte tenu de leur profonde impopularité, tant au niveau provincial que national, il est peu probable que l'M23 puisse obtenir une représentation significative par le biais d'élections. La tentation est donc forte pour les deux parties de maintenir le statu quo, faire semblant de négocier tout en évitant de s'engager véritablement en faveur de la paix. Le succès du processus dépendra donc de la pression politique que les acteurs extérieurs pourront exercer en coulisses. Si cette pression faiblit, une recrudescence de la violence est le scénario le plus probable. En effet, la semaine dernière, des combats ont déjà éclaté autour d'Uvira, dans le sud Kivu, ainsi dans certaines parties du nord Kivu. Plus troublant encore, les Nations Unies et Human Rights Watch ont publié des rapports accusant l'M23 d'avoir perpétré un massacre contre la population civile à Rutshuru, tuant plus de 160 personnes. Si le conflit continue, ce genre de violence se répétera sans doute.
En attendant la suite de ces négociations, n'oubliez pas de vous abonner à Ponabiso sur votre téléphone en envoyant Proutelli au +243 894 110 542. À la semaine prochaine.